Avant de lancer cet épisode, sachez que Serial Entrepreneur est sponsorisé et soutenu avec amour par QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. Nous savons à quel point la comptabilité est importante pour les entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française, l'accompagnement est gratuit et le service client est basé en France. Retrouvez toute l'offre de QuickBooks sur quickbooks.intuit.com. Le lien est à retrouver en description de l'épisode. Un grand merci à QuickBooks d'être le sponsor du podcast. Eh bien bonjour Taïg, comment tu vas ? Écoute, ça va super. Et toi ? Très bien, je suis super content de t'avoir dans le podcast. Bah écoute, également, vraiment. Moi j'ai 25 ans, j'ai créé ce podcast en 2017 et l'idée c'était de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat en France et du coup je suis vraiment super content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast puisque tu as un parcours de dingue. Ce serait difficile de résumer en quelques phrases ton parcours, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur ton palmarès. T'es à la base un athlète de haut niveau dans le roller, t'as été triple champion du monde de roller sur rampe. Ouais, exactement. T'as également été animateur télé, t'as fait de la télé aussi, Danser avec les stars, Koh-Lanta notamment. Ouais. T'as eu 12 vies en fait. J'étais magicien, les gens le savent moins, j'étais magicien professionnel. Et du coup, tout démarre en fait à Alger, où tu es né, d'une mère grecque et d'un papa algérien. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces débuts, de ton enfance, de comment ça s'est passé Bah écoute, c'est vrai que voilà, tout a évidemment démarré là-bas, mais au-delà de ça, mes parents étaient très très inhabituels par rapport à des gens, on va dire lambda, parce ils sont artistes et ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Après, je suis pas du tout contre l'école, je suis pas en train de dire il faut pas aller à l'école, mais du coup, j'ai eu une vie, on va dire un peu de bohème et très très différente de la moyenne parce que j'ai même pas mis les pieds dans une classe de toute ma vie, je veux dire même pas en maternelle. Donc on faisait l'école à la maison avec mon frère juste pour apprendre à lire, à écrire, etc. Et au-delà de ça, on voyageait dans le monde entier, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, avec des sacs à dos en faisant du camping, de la chasse sous-marine. On a fait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. Moi, j'avais envie d'avoir un petit singe à Paris. Mes parents, ils ont dit OK, donc j'ai eu un petit singe à Paris. Donc, si tu veux, c'était toujours les choses différentes et c'était avant tout suivre les rêves et la passion. Donc, j'ai eu une jeunesse incroyable de bonheur parce qu'il n'y avait aucun stress du lendemain, même si on n'avait pas d'argent, on n'était pas branché par rapport à ça et c'était que vivre sa vie, essayer de plein de choses. Donc j'ai fait du dessin, du piano, l'école du cirque, de la magie comme je disais, du tennis pendant de nombreuses années et du roller bien sûr, et c'est le roller qui a pris le dessus, tu vois. Donc tu as grandi avec beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, vraiment. Justement, tes parents t'ont donné cette envie de toujours être libre, finalement. De liberté et également, si tu veux, d'énormes responsabilités. C'est-à-dire que ils m'ont dit, c'est toi qui choisis. Tu fais vraiment ce que tu veux. Nous, on va te soutenir dans ce que tu veux faire. Par contre, choisis quelque chose qui te passionne et comme ça, tu le feras à fond. Et si tu fais quelque chose pendant des années et tu as envie de changer du jour au lendemain, on va pas s'opposer, même si on a passé, par exemple, il y a eu des années où j'ai fait 6 ou 7 ans de tennis, nuit et jour, pour essayer de vraiment devenir champion de tennis. Et du jour au lendemain, je me suis passionné pour la rampe. Et donc, en fait, tout l'investissement, parce qu'en plus, le tennis, ça coûtait cher. Et donc, toutes les économies de mes parents partaient dans les cours de tennis qu'on payait. Et du jour au lendemain, je leur ai dit, voilà, je veux plus faire de tennis, je veux faire du roller sur rampe. Et bon, ils m'ont dit, si c'est ta passion, il n'y a pas de problème, fais-le, quoi. Et j'aimerais, avant qu'on parle un peu de roller, que tu me parles de cette traversée de l'Atlantique en voilier. C'est ce qui est assez peu commun, finalement. C'est clair. Écoute, j'ai quelques petits souvenirs, parce que j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Écoute, si tu veux, déjà, c'était un bateau de course, donc il n'est pas extrêmement confortable. Il faisait, si je dis pas de bêtises, 18 mètres. Et donc, il y avait des anecdotes assez dingues. C'est que pour suivre le cap, le capitaine, en fait, on se relayait à la barre parce qu'il fallait toujours que quelqu'un tienne la barre toute la nuit. Hein. C'est pas automatique. Et donc, il nous faisait suivre une étoile. Donc, c'était assez marrant. Donc, il nous disait, voilà, tu vois, cette telle étoile dans le ciel, tu la suis. Et donc, tu passais, j'avais 10 ans, tout le monde dormait sur le pont. Et moi, j'avais ce grand volant gigantesque et je suivais l'étoile. Il fallait pas que je la loupe. Après, il y a eu d'autres anecdotes. Je me rappelle qu'il y avait les poissons volants.
C'est des poissons qui ont des ailes et qui sortent de l'eau et qui volent au-dessus de l'eau. Donc c'est un sort de balle incroyable, magique. Et il y en a parfois qui volaient trop haut et qui tombaient sur le pont du bateau. Et du coup, on les mangeait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote? On nous attachait parfois et on se jetait à l'eau derrière le bateau. Alors il fallait bien attacher parce que au milieu de l'océan, il faut surtout pas perdre le bateau, sinon c'est quasiment fini. Et donc on s'attachait, on se jetait à l'eau et on se retrouvait comme ça, comme en ski nautique derrière le bateau attaché. Ça, c'était assez drôle. Et il y a eu juste une anecdote qui a failli être un drame, mais heureusement ça s'est pas fait. Je dormais dans un sac de couchage sur le pont, je veux dire, la nuit, et on était dans une énorme tempête. Donc quand je dis énorme tempête, c'est-à-dire que le bateau, il se retrouve quasiment à 45 degrés, avec le mât qui va toucher l'eau, etc. Et du coup, j'ai commencé à glisser. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai commencé à glisser et j'allais sortir en pleine nuit du bateau. Donc là, c'était fini. Si je sortais, évidemment, j'aurais été mort. Et heureusement, je me rappelle plus, c'était le capitaine ou quelqu'un du bateau m'a vu glisser et m'a attrapé in extremis avant que je sorte, parce qu'il y a pas de protection c'est vraiment un voilier de course. Donc si tu dors sur le pont et que tu glisses, tu tombes à côté et c'est fini, quoi. Donc une expérience inoubliable, à 10 ans quand même. Exactement. C'est fou. On accélère et on passe justement à cette période roller où tu as battu tous les records. Pas tout de suite, évidemment, exactement. Mais justement, voir un peu comment tu es arrivé dans ce monde-là et comment ça t'a mené vers l'entrepreneuriat par la suite. En fait, comment ça s'est passé, c'est que j'étais le plus jeune, mon frère est un an et demi plus âgé que moi, et du coup, quand on est arrivé à Paris, il n'y avait pas vraiment de choses à faire où on pouvait retrouver des copains, vu que nous, on n'allait pas à l'école. Et justement, le Trocadéro, c'était un endroit où il y avait beaucoup de jeunes. À l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, pas d'internet, pas d'ordinateur ou de téléphone. Donc les jeunes, quand ils finissaient l'école, se retrouvaient dans ce lieu incroyable qui était le Trocadéro. Ils faisaient du skateboard, du frisbee, du roller, etc., du vélo. Et il y avait des filles, il y avait de l'ambiance, etc. Et donc, on est passé par là par hasard et on a vu cette ambiance. Et du coup, on y est retourné tous les jours. Alors moi, j'étais plus petit, donc au début, je faisais pas de roller. Je faisais, pour te dire, du Lego, j'avais 5 ans, etc. Mais c'était mon frère qui a commencé à faire du roller avec les autres copains au Trocadéro. Et de fil en aiguille, en voyant tous les potes en roller, également, moi j'ai dit, je veux en avoir. Et donc les premières années, ça a été vraiment plus un moyen de transport et de jeu avec les copains. Donc on faisait du roller toute la journée, à faire des chasses à l'homme, des éperviers comme on appelait, et à sauter des marches, et après à faire la quête pour récupérer un peu d'argent pour s'acheter des biscuits à l'épicier, etc. Et petit à petit, en grandissant, on a commencé à avoir l'idée de fabriquer des tremplins. Donc pour faire des sauts plus impressionnants que simplement sauter des marches, etc. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'améliorer en roller jusqu'au jour, à vers 15 ans, où là j'ai découvert la rampe, le half-pipe. Et là, ça a été vraiment pour moi la révélation. Alors il n'y avait plus l'ambiance des copains, des filles qu'il y avait au Trocadéro, parce que là c'était sous une autoroute à Maison-Alfort. Mais je m'en foutais, c'était pour moi là, une révélation incroyable. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me suis entraîné comme un dingue. Ouais, ça démarre comme beaucoup de choses d'une passion. Ouais. Et puis ça finit par quelque chose de plus professionnel. Alors après, c'était pas tout de suite, si tu veux, parce que en fait, j'ai commencé à 15 ans la rampe, je me suis entraîné comme un dingue, j'ai commencé à avoir un super niveau, mais à l'époque, c'était avec les rollers traditionnels, et il y avait aucune mode autour de ça. Et donc, malheureusement, vers 18-19 ans, j'ai été obligé d'arrêter, parce que il fallait bien gagner de l'argent. Mes parents avaient un petit restaurant, je travaillais en tant que crépier au restaurant. Et donc j'avais la frustration, j'étais très fort en roller sur rampe, mais il n'y avait aucune compète, aucun sponsoring, il n'y avait rien. Et donc j'avais la frustration de mettre ce rêve de côté. Et c'est marrant, tu vas voir le rebond avec déjà le côté entrepreneur qui commençait. Et donc dans ce restaurant où je faisais les crêpes, où je faisais le service le midi, je faisais les tours de magie aux clients et je faisais ça en roller, c'était assez rock'n'roll. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire de la broderie. Et j'ai commencé à faire, à démarrer une marque de fringues, de broderie, avec des designs assez particuliers. Et je me rappelle qu'il y avait un investisseur qui est passé au restaurant et qui a vu ce que je faisais et qui m'a dit, mais c'est génial ton truc, je veux investir et que tu crées ta boîte.
Donc j'allais à 18 ans devenir entrepreneur avec une marque de fringues, etc. Mais à ce moment-là, vers 19, un truc comme ça, la mode du rollerblade a explosé en Europe. Et donc là, le rêve qui était effacé dans ma tête, parce que je me suis dit je peux plus vivre avec le roller, est revenu au galop, puisque tous les copains que je connaissais en roller ont commencé à se faire sponsoriser. Et donc là, il y a eu une compétition à Bercy qui s'est organisée. Et donc là, j'ai rappelé cet investisseur. Je lui ai dit, je suis désolé, je vais pas créer la boîte. Je vais repartir dans mon projet premier qui était de devenir champion de roller. Et voilà. Et donc, j'ai fait cette compétition à Bercy. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat de sponsoring qui me permettait de gagner plus d'argent que mes deux parents réunis. Et voilà. Et le rêve a commencé à ce moment-là. Ce sport explose. J'ai vu pas mal de vidéos de toi ces dernières semaines dans des stades remplis. Ah, c'était fou. Bercy, ça doit être fou. Comme on peut imaginer, un Bercy, qui est l'Arena à Paris, c'est un grand stade et il était rempli. Et moi, je l'ai fait 6 fois, je l'ai gagné 5 fois. Et c'était comme des rockstars. Je me rappelle, on avait, pour te dire, on faisait parfois des démonstrations et on avait généralement 3 démonstrations dans la journée avec des pauses de 2 heures ou 3 heures entre les shows. Donc on faisait un show d'une demi-heure, 2 heures de pause, un autre show d'une demi-heure. Et quand on descendait de la rampe, on était tellement, il y avait tellement de gens qui nous sautaient dessus pour des autographes, des photos, on ne pouvait même pas bouger d'un centimètre jusqu'au show d'après, pendant 2 heures, où il fallait remonter pour faire l'autre show. Et comme ça, c'est-à-dire que toute la journée, on passait 7 heures à faire des autographes et des photos. C'était incroyable. Okay. Mais le monde a changé parce que si tu veux, aujourd'hui, on est dans un monde où en 3 clics sur Instagram, tu vois des vidéos, tu sais même pas si parfois elles sont vraies, parfois c'est même du trucage, du montage vidéo, mais souvent c'est vrai évidemment. Mais du coup, les gens on sont habitués à voir des images tellement incroyables qui sont moins impressionnés. Aujourd'hui, on mettrait une rampe dans un centre-ville et on ferait des figures. Il y aurait quelques centaines de personnes qui s'arrêteraient, qui regarderaient, qui diraient sympa, qui feraient éventuellement une photo, mais ça n'a plus rien à voir. Alors qu'avant, les gens n'avaient jamais vu des choses comme ça, donc il y avait un côté, ils avaient l'impression qu'on était des super-héros. Aujourd'hui, tout peut devenir viral, et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait aller dans des stades pour voir des trucs de ouf. Ah bah oui. Nous, par exemple, les X Games, c'était la grande compétition annuelle, c'était comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes, et il y avait qu'une fois par an où vraiment il y avait cette grosse compétition, qu'il y avait une médiatisation. Donc tous les gens qui étaient fans de sport extrême, ils pouvaient pas le voir sur Internet. Il y avait rien sur Internet. S'il fallait prendre son billet aux X Games, y aller physiquement ou regarder sur ESPN le jour J de la compète. Alors on fait un saut dans le temps. On arrive en 2013 et les prémices de On-Off. Entre-temps, tu as fait beaucoup de choses. Tu as eu ton émission de télé, Take Show. Ouais. Tu as justement été dans des émissions de télé. Tu as été magicien, comme tu l'as dit. Tu as fait plein de choses. Ouais, c'est vrai. Ça mériterait un épisode entier sur ça. Ils n'ont pas toujours réussi. Oui, c'est clair. Mais... J'ai eu même des boîtes qui ont eu des échecs, etc. Mais c'est pas grave. Justement, j'ai appris à chaque étape. Et ce qui était intéressant, c'est de tester plein de choses différentes et à chaque fois repartir en bas de l'échelle dans une nouvelle industrie. On dit souvent que la réussite, c'est pas l'objectif, c'est vraiment le chemin qui te mène soit vers la réussite, soit vers l'échec, qui est en fait un apprentissage incroyable et qui vaut toutes les réussites du monde, quoi. Ouais, c'est clair. Ce qui est important, c'est en tout cas d'être en phase avec ses choix, de pas avoir de regrets si on fait, même si c'est une erreur, en fait, le moment où je fais le choix, je pense que c'est la bonne décision. Et après, au bout de la route, je me rends compte des erreurs que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a cet apprentissage global et on avance et la vie est riche. Ce qui est bien, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Exactement. Souvent, les gens, quand ils entreprennent, ils restent dans leur monde. Les sportifs restent dans le sport, les gens dans la télé restent dans la télé, etc. Moi, j'avais envie vraiment de passer d'un univers à l'autre et oser partir en bas de l'échelle ailleurs, quoi. Et donc, tu te lances dans le monde des télécoms. Exactement. Donc depuis mon lit d'hôpital. Un monde assez particulier, où effectivement, après ta blessure... les ligaments croisés du genou. Exactement. Comment, justement, t'arrives cette idée et comment tu l'exécutes Écoute, si tu veux, c'était
j'arrivais au moment dans ma vie, un moment où vraiment il y avait une grosse remise en question. Parce que déjà, j'arrivais proche de la quarantaine, je m'étais séparé de mon ex, j'avais un film que j'avais essayé de monter à Hollywood, un film que j'avais écrit, un gros film, qui finalement s'était pas fait à la dernière minute. Je m'étais cassé la jambe, donc je venais de me faire opérer. Je me rendais compte que les records étaient difficiles à monter et que je pouvais pas baser toute ma vie sur des records. Je me voyais pas en tant que présentateur télé. Donc, si tu veux, j'avais toute cette remise en question. Et en plus, quand je faisais un petit regard vers le passé, j'avais eu plein de boîtes dans différents univers. Juste pour rappel, d'abord, j'ai eu un magasin de rollers. Après, je conseillais les mairies pour fabriquer des skateparks. Après, j'ai fabriqué moi-même les skateparks à faire les designs sur AutoCAD. Après, j'avais mes propres rampes que je louais avec des shows de riders. Après, j'ai eu des gammes de papeterie sous licence. J'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, et je fabriquais les agendas, les cahiers, les classeurs, les stylos qu'on vendait à Carrefour, Leclerc, etc. Après, j'ai eu une boisson énergétique avant que Red Bull se lance en France, comme Red Bull, que je vendais pareil en grande distribution. Après, j'ai eu des biscuits chocolatés sous licence qui finalement se sont pas lancés, mais qui étaient très proches. Après, il y a eu les émissions télé. Après, il y a eu les records que j'ai coproduits. Donc, tu vois, j'ai eu plein d'expériences de business sur des boîtes que j'ai créées à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai appris une leçon. Et donc, si tu veux, sur ce lit d'hôpital, quand j'arrivais proche de la quarantaine, je me suis dit, écoute, c'est le moment de changer de vie, de te lancer dans une industrie. Parce que le premier constat que j'ai eu, c'était de me dire, je me rendais compte que j'étais le meilleur en roller, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Tu vois, et qu'il fallait que je sois 1000 fois plus ingénieux parce que j'étais dans une petite industrie, donc il fallait que je sois meilleur en communication, que je sois mon propre agent, que je puisse lire tous les contrats, que je puisse arriver à être mon RP, à trouver les interviews pour les journalistes. Donc, si tu veux, je me rendais compte, à la fois c'était formateur, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de métiers. J'ai appris à être designer, donc je faisais les designs moi-même pour faire les plaquettes de présentation, etc. Donc, à la fois, ça m'a appris plein de métiers, j'ai été multifonction, mais à la fois, je me disais, c'est quand même galère. Je suis dans une industrie tellement petite qu'il faut que je sois 1000 fois plus ingénieux que quelqu'un d'autre dans une grande industrie. Donc, première chose, si je dois changer de vie, je vais choisir une grande industrie. Et c'est pour ça que j'ai choisi télécom, parce que je me suis dit, voilà, je serai peut-être pas le champion du monde des télécoms, mais même si je suis le millième dans les télécoms, bah, je gagnerai beaucoup d'argent et j'aurai une sécurité financière. Parce que, petite parenthèse, pourquoi la sécurité financière avait quand même une importance pour moi, c'est que mes parents étaient vraiment pas businessman pour un sou. Et quand j'ai démarré ma carrière de roller, mes parents étaient extrêmement endettés avec l'appartement hypothéqué, etc. On était à deux doigts d'être à la rue, etc. Et donc, j'ai très vite, heureusement, pu rembourser avec ma carrière de roller les dettes de mes parents. Mais j'ai pris la responsabilité familiale financièrement. Et donc, si tu veux, j'avais une vraie pression sur les épaules parce que avec le roller, on gagne pas suffisamment pour sécuriser une famille. Et donc, je me disais, bah, si j'arrive pas à me réinventer, bah, c'est pas que moi, c'est non seulement mon futur, mais celui de mes parents, etc., etc. Donc, il faut vraiment que j'assure. Est-ce que tu peux me présenter On/Off en 2-3 phrases? Et j'ai essayé d'apporter plein de petits détails pour améliorer cela. Par exemple, sur On/Off, on peut mettre les appels en mode avion, mais quand même lire les SMS. C'est des petits détails qu'on ne pouvait pas faire sur un téléphone normal. On peut écrire les SMS et les planifier dans le futur. C'est-à-dire, je veux que tel SMS soit délivré tel jour à telle heure pour un anniversaire ou ce genre de choses. On peut aussi, si on veut pas acheter un numéro dans On/Off, on peut rapatrier le numéro de n'importe quel opérateur. Donc, c'est-à-dire que si on avait un numéro, quelqu'un qui a 2 cartes SIM et qui paye 2 fois un abonnement et qui a son deuxième numéro pro déjà depuis longtemps et que tous ses clients connaissent ce numéro, il veut surtout pas le perdre, eh ben, il peut annuler l'abonnement chez Orange, chez SFR et porter en un clic pour 3,50 € le numéro dans l'application On/Off. Et du coup, il a plus besoin de téléphone dans la poche, il a tout en un. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Et ça, c'est sur la partie perso. Après, il y a l'offre professionnelle qu'on est en train de développer, mais on en parlera. Et alors, il nous reste 15 minutes, donc on est un peu pris par le temps. Mais je vais te poser 2 dernières questions sur On/Off. Ouais. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société, et puis quels vont être justement les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années? Exactement. Écoute, alors quelques chiffres. J'ai réussi à lever 20 millions d'euros sur On/Off. Il y a eu 10 millions avec des friends and family,
tout le monde, j'ai convaincu tous les gens inimaginables, parce que les fonds d'investissement au début n'y croyaient pas, ils pensaient pas que j'allais y arriver, et donc j'arrivais à convaincre tout le monde. Je te dis, je me suis même assis dans l'avion en écho à côté d'un gars qui était même pas, c'était même pas ma place, et à la fin du vol, il m'a donné 300 000 €, tu vois. Donc j'ai été un mania du pitch, et donc il y a eu 20 millions là-dessus. Donc heureusement, grâce à tout ça et au développement, la boîte est devenue rentable. Aujourd'hui, on a fait l'année dernière un peu moins de 16 millions d'euros. On fait 80 millions de SMS tous les mois. On est 120 aujourd'hui, donc ça c'est génial. La boîte, elle grandit et on embauche énormément. Vous voyez, j'ai embauché 45 personnes en 8 mois, et c'est sûrement j'en aurai tout autant d'ici la fin de l'année. Donc si des gens m'écoutent, je cherche des commerciaux, je cherche directeurs sales, voilà, plein, en tout cas plein de super profils. Et aujourd'hui, il y a 2 produits finalement dans on-off. Le premier, c'est le produit historique, c'est celui que je t'ai pitché avant. C'est tu télécharges l'application et t'achètes le numéro en un clic. Et celui-là, c'est celui qui aujourd'hui fait vivre la boîte et qui est rentable et qui grandit mécaniquement, etc. Mais aujourd'hui, 70% de toutes les équipes, de toutes nos ressources sont en train de travailler sur un nouveau produit, qui est l'offre on-off business, où là, on vend toujours des numéros, mais on vend avec le numéro toute une intelligence pour les entreprises, c'est-à-dire une plateforme de management où les entreprises peuvent acheter des flottes de numéros, leur attribuer, les mettre en quarantaine, etc. Mais également sur les numéros, mettre des systèmes de CRM, clés en main, des systèmes d'analytics, des systèmes de call forward où tu peux forwarder tes appels en cascade vers tes collaborateurs, d'enregistrement des appels, c'est-à-dire vraiment toute la gestion de flotte de numéros pour une entreprise, de call center et ce genre de choses. Et on a fait une dernière chose pour finir là-dessus, on est les seuls au monde encore à l'avoir fait, c'est qu'on a fait une intégration dans Microsoft Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui utilisent Microsoft Teams, ils peuvent en un clic acheter un numéro de mobile français, belge ou anglais ou américain, qu'importe, dans Microsoft Teams, et du coup, appeler des gens qui n'ont pas Teams, ou envoyer des SMS à des gens qui n'ont pas Teams, ou des gens qui n'ont pas Teams, envoyer des SMS, et ça arrive dans Teams. Donc ça c'est génial, parce que les gros groupes qui veulent un numéro professionnel pour leurs collaborateurs, à l'intérieur de Microsoft Teams, s'ils utilisent déjà Teams, ils n'ont même pas besoin de se casser la tête avec on-off, ils achètent un numéro de mobile dans Teams. Okay. Voilà. Et on est les seuls au monde à faire du SMS dans Teams, par exemple. Alors Taïg, il me reste 4 petites questions pour toi. Allez. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton aventure entrepreneuriale ? Le moment le plus difficile. Le plus difficile, ça a été le moment où j'avais fait quand même une grande partie de la route, et malheureusement j'avais plus assez d'argent, et j'avais 1 million d'euros de dette. Je pouvais plus payer les charges sociales. Donc quand on en arrive là, évidemment, loyer, etc. J'arrivais encore à payer les salaires in extremis, mais plus de charges sociales, plus de loyer. La banque, je me rappelle, m'avait envoyé une lettre pour fermer le compte bancaire. Donc fermer le compte bancaire, c'est échec et mat, parce que s'il y a plus de compte bancaire, les AWS, je veux dire les serveurs, tout arrive en défaut et le service va être coupé, quoi. Et donc je me rappelle, j'étais dans une situation où c'était extrêmement frustrant, parce que j'avais déjà levé des millions d'euros, j'avais déjà une équipe de 40 ou 50 personnes, j'avais déjà des clients, et je savais que la boîte pouvait devenir une boîte gigantesque. C'est comme si t'arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière, et que les derniers 100 mètres, et c'est là où tu t'effondres, tu vois. Et donc c'était horrible, parce que si je trouvais pas d'argent, si je trouvais pas des fonds, clairement ça allait s'arrêter. Et je me rappelle que j'ai appelé des copains à ce moment-là, pour des copains qui se retrouvaient dans des situations comme ça, pour leur demander qu'est-ce que je devais faire quand les huissiers vont venir, et que je vais devoir quelles sont les répercussions, les risques, etc. Et je me rappelle, il y a un copain qui a eu un entrepreneur, un grand entrepreneur, qui s'est retrouvé parfois dans des situations difficiles. Il m'a dit, écoute, tu payes les salaires, parce que évidemment les gens, faut les payer, mais tu payes plus personne d'autre. Et vraiment, le jour où les huissiers sont à ta porte, là tu leur fais un petit chèque, mais que quand ils sont à ta porte. C'était assez drôle. Mais après, il y a aussi des risques, parce que moi, en tant que président,
Si je fais une faute de gestion parce que, je veux dire, quand t'es en cessation de paiement et ce genre de choses, il faut prendre un administrateur normalement. Et si je tarde trop à prendre un administrateur, je peux me retrouver légalement responsable en tant que faute de gestion. Donc voilà. Donc là, c'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était dur parce que je devais trouver des fonds auprès d'investisseurs et évidemment pas leur mentir. Et donc, si tu veux, quand tu es dans une situation catastrophe et que tu as 1 million d'euros de dette et que tu vas voir un investisseur et que tu essayes de le motiver pour qu'il investisse chez toi, mais qu'à la fois, il faut pas que tu lui mentes sur la situation de la boîte, c'était un peu schizophrène, cette situation. Donc, voilà, c'était très, très, très dur, mais heureusement, j'ai trouvé des fonds à droite, à gauche. Voilà. Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? Écoute, je suis fier de chaque étape, chaque page que j'arrive à tourner. Évidemment, le rêve de carrière de roller, d'être champion du monde, c'était ma plus grande victoire personnelle parce que c'était un rêve de gamin et c'était arriver en haut de l'échelle mondiale d'un rêve et d'une discipline. Mais une fois qu'elle était tournée, je me suis dirigé vers d'autres rêves et la Tour Eiffel également, et d'entreprendre dans un milieu qui a rien à voir avec mon autre univers. Si tu veux, au début, quand j'ai démarré en off, personne n'y croyait, et même mieux que ça, quand j'en parlais dans des dîners ou quoi que ce soit, les gens rigolaient autour de la table, pensaient que je leur faisais une blague. Si tu veux, quand les gens me disaient « mais qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je leur dis « bah écoutez, je viens de créer un opérateur télécom ». Réellement, j'ai eu cette situation où tout le monde rigole en pensant que je faisais une blague. Ah, très très drôle, non mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu comprends ? Donc si tu veux, normalement, en fait, souvent quand les gens entreprennent, ils ont rencontré quelqu'un là-dedans, ils ont un cofondeur, ils ont fait des études là-dedans, ils ont baigné dans cet univers, et c'est très très rare de vraiment partir tout seul, sans argent, sans rien connaître sur son lit d'hôpital. Mais comme quoi, ça montre que c'est possible, et ça montre qu'avec du travail, de la persévérance, de la remise en question, on peut y arriver, et quel que soit son rang social, puisque moi j'avais aucune éducation, je veux dire, pas une éducation, mais aucun diplôme, etc. Donc ça, c'est hyper encourageant, et j'adore transmettre tout ce genre de choses, tu vois. Je le fais souvent dans des conférences. Ici. Hein Ici. Exactement, ici. En parlant de transmission, est-ce que tu peux me parler d'un événement qui a lieu en juin ? Exactement. En fait, c'est un événement qui s'appelle Never Give Up. C'est le 11 juin prochain au Palais des Congrès à Paris. Et c'est un événement où justement, il y a plein de conférenciers qui vont transmettre leur expérience. Et également, j'ai la chance d'en faire partie. Et pour moi, c'est hyper important. Je fais ça tout le temps, tu vois, pour te dire, j'ai fait encore une conférencière. Je le fais dans les écoles, etc. Parce que c'est raconter toute cette histoire, raconter les hauts, les bas, pouvoir partager les galères et aussi les points positifs. C'est extraordinaire. Et quand j'ai commencé sur un off, au début, vu que j'y connaissais rien, j'ai essayé de rencontrer plein d'entrepreneurs pour essayer de comprendre leur métier et m'inspirer. Je suis rentré dans plein de groupes, dans le Galion, dans ce genre de choses, où j'ai rencontré tous ces entrepreneurs. Et heureusement, parce que ça m'a permis, j'ai regardé plein de vidéos en ligne et des conférences pour essayer de m'enrichir sur les erreurs à pas faire, sur les choix, comment tu gères ton équipe, comment tu fais ta cap table, comment tu fais ton board, etc. Il y a plein d'éléments techniques qui sont extrêmement compliqués à comprendre. Et donc pouvoir transmettre ça et en même temps rencontrer d'autres entrepreneurs en herbe, donner des conseils, ou pas que des entrepreneurs en herbe, parce qu'il y a plein de grands entrepreneurs, c'est hyper important. Et cet événement Never Give Up, là, le 11 juin au Palais des Congrès, est juste génial, parce que Palais des Congrès, en plus, c'est une énorme salle. C'est clair. Je sais pas, il y aura combien de personnes dans la salle, mais ça va être extraordinaire. On intégrera tous les liens en description de l'épisode, Okay. que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Super. Et donc, c'est effectivement plusieurs heures de conférences avec des speakers géniaux comme toi, justement sur la transmission de savoir, et aussi des retours d'expérience hyper importants et précieux finalement. Exactement. Écoute, super. C'est top. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Écoute, le conseil que je peux donner, c'est souvent, les entrepreneurs, ils sont un petit peu fous, ils croient en l'impossible, et heureusement, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire bouger les montagnes. Et donc souvent, les gens qui n'entreprennent pas
essaye de rationaliser tout ça et peut-être tire un peu trop vers le bas les rêves de ces entrepreneurs. Et c'est bien d'y aller, il faut y aller, et même si ça rate, c'est pas grave, on rebondira. Et si tu veux, souvent, je vois autour de moi que quand des gens veulent entreprendre, eh ben, leur entourage ou l'industrie ou quoi que ce soit leur dit mais attends, tu sais, t'y connais rien, c'est difficile, c'est impossible, t'as pas d'argent, etc. Ça, c'est compliqué, etc. Et donc avant même de démarrer, ils sont assommés par une montagne de problèmes. Moi, je suis partisan d'apprendre en marchant. En réalité, c'est-à-dire d'avoir le rêve au loin de l'étoile que tu veux suivre, c'est-à-dire que tu te dis, bah, je veux créer une multinationale, je veux faire ça, et ça, c'est ce qui te fait lever le matin, tu fonces, etc., comme un acharné à voir ça, et simplement se concentrer sur les problèmes à 24 heures, et pas plus de 24 heures. Donc, si tu veux, cette façon, cette philosophie, moi, me permet de jamais être démoralisé, puisque j'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Tu comprends? Donc, je sais que ça va être difficile, et heureusement que j'avais cette mentalité quand je devais lever des fonds, parce que imagine, pendant 4 ans, j'avais 250 000 euros à trouver tous les mois, et j'avais jamais un mois d'avance. Et donc, si je trouvais pas les 250 000 euros le 23 du mois, globalement, j'avais 40 personnes au chômage et tout le reste s'effondrait. Donc, en termes de pression, tu peux très très vite arriver dans une pression incroyable de dire, oulala, mais comment je vais faire dans 23 jours si je trouve pas l'argent, c'est catastrophique. Et le fait de me dire, garde la tête froide, tu te dis que tu vas y arriver et juste concentre-toi à faire le maximum. Et si jamais le 23 du mois, tu n'y arrives pas, bah, tu verras ce moment-là quelles sont les dispositions que tu dois prendre, tu vois. Donc, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est déjà oser voir les choses vraiment grand. Vraiment, parce que je reviens sur ce point, j'étais le meilleur enrôleur, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Donc, si vous voulez créer une boîte, choisissez une grande industrie, donnez-vous les moyens, et c'est pas plus difficile d'être dans les télécoms ou d'ouvrir un restaurant en bas de la rue. C'est n'importe quel projet est une galère. Je sais, mes parents ont eu un restaurant pendant 7 ans. C'est difficile d'avoir un restaurant également, tu vois. Donc voilà, osez voir les choses en grand, soyez passionnés, travail évidemment acharné, remise en question perpétuelle, et ça c'est important parce que être entrepreneur, c'est, je le vois dans les fonds d'investissement, aujourd'hui les fonds d'investissement font beaucoup plus confiance aux entrepreneurs que à l'idée. Parce qu'ils se disent, si même l'idée, elle est pas bonne, si l'entrepreneur, il est performant, il saura pivoter, rebondir, etc. Alors que si l'entrepreneur est il a des œillères et il est trop sur son idée, il pense toujours avoir raison, etc., bah, il va aller dans le mur, tu vois. Donc, tout ça réuni, mais c'est un travail quotidien et c'est un travail génial. Et pour conclure, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Bah, écoute, pour moi, un entrepreneur, c'est un rêveur qui voit une amélioration dans notre société. Je dirais pas un problème, c'est en tout cas quelque chose qui peut être amélioré et qui imagine. C'est un peu un inventeur. Et évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont des très très bons gestionnaires, etc. Mais pour moi, l'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui invente quelque chose. Et après, dès qu'il y a la gestion du quotidien, souvent les fondateurs, ils ont des associés qui le font. Après, il y en a qui font les deux, qui sont des gestionnaires du quotidien incroyables. Mais c'est avant tout cette sorte de visionnaire et inventeur. Eh bien, Taïg, merci beaucoup pour cette conversation. Écoute, merci. On est dans le timing. J'étais très contente de t'avoir dans Serial. Également. Aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, tout ouais, ça. Évidemment, sur tous mes réseaux. Sur On-Off aussi. Sur On-Off, n'hésitez pas également. Et sur Album aussi, puisque j'ai aussi créé cette application qui est une sorte de Google Photo qui s'appelle Album, qui est une application gratuite que les gens peuvent télécharger. Super. Donc voilà. Bah, bientôt sur Serial Entrepreneur. Merci. Salut Taïg. Merci, salut.